François Ruffin, comme vous le savez probablement, est candidat à la présidentielle. Alors, soi-disant, il est candidat à la primaire de la gauche pour la présidentielle, pour être le candidat unique de la gauche dans le cadre d'une candidature unique de la gauche pour la présidentielle de 2027. Sauf que ça n'arrivera jamais. Et au final, plus ça va, plus il est juste candidat à la présidentielle. Alors, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va avoir ses 500 signatures? Est-ce qu'il va rajouter une candidature à des candidatures déjà existantes alors qu'il est censé unir la gauche? Mes couilles, là. Va-t-il réussir à passer les 5%? Mais déjà, va-t-il aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'ira même pas jusqu'au bout. En tout cas, une chose est sûre. C'est que là, il est en campagne. Il est en campagne, et d'ailleurs, quelque chose qui ne trompe pas, il a mis des lunettes. Je considère qu'il y a 2 journaux anticapitalistes dans le pays. Mais il parle vite. Il parle pas vite comme ça d'habitude, Ruffin. J'ai cru que c'était en accéléré. Regardez, il a mis des lunettes. Ça, mettre des lunettes, c'est en mode c'est bon. J'ai envie d'être présidentiable. Va-t-il y avoir une primaire? Je pense pas. Déjà, rien que ça. Il a mis des lunettes, ça veut dire qu'il est en campagne. Vous savez qu'il a mis des lunettes pour signifier qu'il était candidat à la présidentielle en 2022? Vous vous souvenez? Quelqu'un qu'on a vu apparaître du jour au lendemain. Zemmour, exactement. Du jour au lendemain, Zemmour, il a mis des lunettes pour faire plus sérieux. Non, pas Macron. Je pensais pas à Macron. Donc, ouais. Oh non, Ruffin, je suis tellement triste de ce qu'il est devenu, même s'il reverse une partie de ses revenus. Bon, ça, après, c'est un peu en détail, le truc des revenus, quoi. Bardella, il l'a fait aussi un peu. Oui, ils le font tous. Mais oui, moi, j'ai ce côté-là où Ruffin, je l'ai quand même bien aimé par le passé. Hein. Pour de vrai. Hein. Et donc, moi, ça me fait toujours un peu mal de voir ce qu'il est devenu. Mais justement, on va voir un peu ce qu'il est devenu, sur quelle ligne il est. Donc, on va regarder des petits bouts de son meeting. On va évidemment pas regarder le meeting en entier, on a autre chose à branler. Et après, on a cet article-là, encore l'article de Mediapart, mais il a l'air très bien. Et j'ai pas vu beaucoup d'articles qui avaient traité ça de cette manière. À Lyon, François Ruffin défend un projet travailliste pour convaincre au-delà de la gauche, en évitant les sujets qui fâchent. Voilà. Donc, j'ai lu en diagonale l'article, il a l'air bien. Il a l'air franchement bien, l'article, de bien résumer un peu le truc. Et vu que j'ai la flemme de mater le meeting en entier. Voilà. Merci Feyong FR pour ton prime. Merci beaucoup. Voilà, donc on va regarder, essayer d'analyser un peu sur la ligne sur laquelle il est. On va essayer de parler un peu de fond, peut-être, parler un peu de la ligne Ruffin, en quoi elle est pas bien, en quoi elle est éventuellement bien sur certains côtés, je sais pas. Mais là, ça va pas juste parler de tambouille politicienne, de alors pour la présidentielle, est-ce qu'il a une chance? On va en parler un peu, mais j'ai peut-être l'occasion aussi de parler un peu du fond, finalement. Je sais pas. En tout cas, voilà, il était dans un meeting à Lyon, devant 2000 personnes, je crois, un meeting relativement gros. De toute façon, c'est quelqu'un qui est relativement populaire, hein, Ruffin. Nous, on est un peu dans notre sphère des réseaux sociaux, foule insoumis, machin bidule. Alors, il a beaucoup moins de buzz qu'un Mélenchon, que la France insoumise de manière générale. Il a plus d'appareils derrière lui, il a perdu de sa superbe, Ruffin. Mais il jouait encore d'une certaine popularité, en réalité, hein, de par la place qu'il a eue pendant longtemps dans les médias. Voilà. Il n'a pas de programme, il fait du mauvais Mélenchon. Ah, il a une ligne un peu différente, un peu voilà, travailliste, populiste, protectionniste, machin, qui est pas nouvelle, hein, qui est loin d'être nouvelle. Donc c'est un peu de ça dont on va parler. Mais en tout cas, ouais, même si Ruffin, je pense qu'à la présidentielle, il va faire prout parce s'il part, il va être un peu solo dans son coin, quoi. En tout cas, il a quand même une certaine popularité, ça on peut pas le nier. Donc est-ce qu'il va réussir à surfer dessus? Dans quelle mesure? Je sais pas. On verra. Je considère qu'il y a 2. Mais qui voterait Ruffin? Karine, aide-soignante à flic secours, ou peut-être Jean-Marc, cariste à Abbeville. Oui, il pourrait voter pour Ruffin, par exemple. Je considère qu'il y a 2 journaux anticapitalistes dans le pays, enfin, marxistes plus exactement. Il y a Les Échos et l'Humanité, parce que quand il y a les dividendes qui tombent, tous les deux le mettent en une, même si c'est pour des raisons opposées. Une petite blague. Mais dans Les Échos, il y avait un papier à propos des rachats d'actions, parce que... C'est vrai que t'es fan des Échos, toi, Nibakou. Comme on a eu des records de dividendes, maintenant on a une autre mode, c'est le record de rachat d'actions. Et il y avait cette phrase que j'ai retenue. Attention au mépris de classe. De qui? De moi? Ou de Ruffin? Moi, je trouve que le terme mépris de classe, va falloir commencer à arrêter de l'utiliser. Hein. Je trouve qu'il est utilisé à tort et à travers. Mais c'est pourquoi le mépris de classe? Parce que j'ai dit Karine à flic secours? Je sais pas. Toute simple. Je préfère 1000 fois Ruffin un SOSDEM de mort comme on en fait depuis 40 ans. Bah, le truc, c'est que... Le truc avec Ruffin, c'est que c'est un ambitieux. Et c'est un mec médiatique. De base, il est réalisateur de documentaires, oscarisé, césarisé, machin bidule. Ruffin est un bourgeois SOSDEM. Ouais, mais Ruffin est un SOSDEM comme il y a beaucoup de SOSDEM. Voilà. C'est plus le côté, il a un côté opportuniste. Il a un côté opportuniste, ambitieux, parfois un peu vicelard, et c'est un personnage médiatique avant tout. Et en fait, il est victime un peu structurellement de ce qu'il est par rapport à ça. Mais après, quand on essaye d'être de bonne foi et qu'on analyse, je sais pas, s'il sort un programme, je pense que le programme sera ok tiers, on va dire. Mais le truc, c'est que comme il est dans une forme de militantisme, on va dire, qui se fait vraiment à base de communication,
Vraiment à full communication et qu'il a ses ambitions et qu'il se dit ok bah j'ai peut-être une place là-dessus. Ouais, il fait le faux prolo, ça je suis bien d'accord. Et qui se dit bah j'ai peut-être une place à me faire sur ce truc-là. Il suit un peu le sens du vent finalement en fonction de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il peut pas faire. Et au final, je veux dire, peu importe au final ses intentions presque, peu importe la qualité éventuelle d'un programme qui va sortir, c'est pas ça qui est le plus important en vrai. Moi, je pense que s'il sort un programme, Ruffin, le programme sera ok tiers en réalité. C'est pas ça qui pose le souci. C'est plus que la position qu'il occupe. C'est une position qui, là, à l'heure actuelle, n'existe pas sans la diabolisation de LFI. Si LFI a été diabolisé, Ruffin n'existe plus. Il y a un côté où c'est un peu fake, et puis il a une trajectoire où pour moi, il est voué à se droitiser, quoi. Il est voué à être de plus en plus un peu en mode pas rouge-brun, mais un peu protectionniste de gauche, social, chauvin. Il est structurellement voué à aller dans cette direction. Et pour moi, c'est ça le vrai problème avec Ruffin. Mais après, quand tu analyses le meeting, je pense que la plupart des trucs, c'est ok tiers, quoi, vous voyez. Mais à voir. Dividende et roi. Ouais, voilà, il a ce côté un peu souverainiste, machin. Après, quand il parle du travail, quand il parle des milliardaires qui se font des thunes monstres au profit sur le dos des travailleurs, bon, ça va, quand il a un discours comme ça, c'est ok. C'est ok, mais c'est juste que bon, sorti de ça, ce qui fait sa particularité par rapport à LFI, bah, c'est sur ça qu'il va appuyer. Parce qu'il est plus à LFI. Vous voyez. Et ce qui fait sa particularité par rapport à LFI, c'est sa ligne un peu populiste, protectionniste, travailliste, machin bidule. Et pour ça, je pense qu'il est voué à empirer petit à petit, quoi. Voilà. Zéro antiracisme, c'est un peu de mauvaise foi de dire zéro antiracisme. Il est pas à la hauteur, et de toute façon, quand tu regardes qui a ses meetings, bon, voilà. Mais il y a 2-3 extraits dans le meeting où tu peux pas non plus dire zéro antiracisme. Il reste de gauche, quoi. C'est juste qu'il est voué à faire prout, quoi. Voilà. Ce que j'ai retenu, tout simple. Le dividende. Toutes ces techs à chaud sont des techs de droitard. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui le différencie de la bonne vieille gauche. C'est des trucs de merde, quoi. C'est des trucs de merde. Après, il fait le minimum syndical sur l'antiracisme. En vrai. Ils ont fait une minute de silence pour Aboubacar Cissé pendant le meeting. Vous voyez, il y a des trucs un peu comme ça, quoi. Je parle d'antiracisme, mais sur l'islamophobie, il est nul, quoi. Il est un peu nul parce qu'il essaye de parler à la France périphérique, machin bidule. Oui, il fait le minimum, quoi. Et après, le problème, c'est qu'il fait le minimum au sens où il préfère mettre des sujets sur le tapis pour parler à ce qu'il imagine être un électorat potentiel. Et c'est ça le vrai problème, encore une fois. C'est même pas ces profondes convictions, on s'en fout en vrai. Ces profondes convictions, moi je peux pas juger. Je peux pas juger des profondes convictions de François Ruffin. Mais c'est ce que je dis, il est dans une position où les personnes vers qui il milite, la manière qu'il a de militer, ça va le mener à mettre l'antiracisme sous le tapis, quoi. Voilà. Et roi. Tout était dit. Tout était dit en 4 mots. Voilà qui règne sur la société. Le dividende est roi. C'est le gavage pour les uns, le rationnement pour les autres. Tout ça fait du mal. Tout ça fait du mal aux salariés, mais tout ça fait du mal à la société, tout ça fait du mal à la démocratie, tout ça fait du mal pour l'avenir. Et évidemment, comment affronter les défis de demain sur la base d'un travail qui est dévalorisé, sur un travail qui n'est pas respecté. Il parle du racialisme de LFI, il utilise le mot racialisme pour LFI. Sérieux? Ah ouais. Il a dit racialisme pour LFI? Aïe aïe aïe, mais c'est un peu ce que je disais, pour se démarquer, il est obligé de taper sur LFI. Pour taper sur LFI en étant de gauche non communautariste, tu te retrouves à parler comme le printemps républicain, quoi. Méluche est meilleur tribun, mais évidemment. Nous sommes le parti du travail. Voilà, Madame Lerache. Donc tout le truc de son meeting, c'était faire comme s'il était dans un entretien d'embauche pour devenir le président de la France. Ah là là. On lit l'article directement, un peu la flemme de mater des petits bouts, non? Vous en pensez quoi? On mate des petits bouts de trucs ou on lit directement l'article? L'article a l'air bien. Hein. L'article a vraiment l'air bien. Il est officiellement de droite. Non mais dosez 5 minutes. Non mais vous avez le droit de pas aimer Ruffin, de dire il est de droite. Dans le climat politique actuel, on peut pas dire qu'il est de droite, quoi. Go lire. Ça serait plus intéressant de lire l'article, hein. On est d'accord. Ce qu'on va faire, c'est lire l'article et j'ai 2-3 petits extraits qui rejoignent ce qu'on disait. On va lire l'article, ça sera mieux. Et si jamais, hop là, voilà. Parce qu'il y a quand même des petits trucs que j'avais mis de côté. En mode, j'avais mis des trucs où, quand il parle de travail, en vrai, c'est ok tiers, hein, quand il parle de travail, il est en mode genre, il y en a marre des travailleurs qui se font exploiter, les mauvaises conditions de travail. Et là-dessus, bon, bah ok, oui, très bien. Et il y a d'autres trucs où, quand il en parle, t'es en mode genre, mais il est nul. Pourquoi il est nul comme ça? Pourquoi il est nul quand on parle de la fierté du travail ou je sais pas quoi? Pourquoi il est nul quand il parle de l'entrée de la Chine en OMC? Pardon, il est anti-chinois, François Ruffin? Non, parce que moi, la gauche blanche un peu raciste, à la limite, ok, mais anti-chinois? Je plaisante.
Il est class first only. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est plus qu'il est dans un réductionnisme de classe. Il est un peu dans le truc class first à l'ancienne, machin bidule. Mais pour dire des trucs. Il y en a qui le qualifient de rouge-brun ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est pas le bon dénominateur, quoi. Mais c'est plus que de toute manière, il est voué à empirer avec le temps. Puisqu'il a le seul espace politique dans lequel il peut prospérer, c'est un espace un peu souverainiste, class first à la con, quoi. Voilà. Comment dire. Il a un devenir à la Roussel un peu en lui, quoi. Il pourra pas faire autrement. Il pourra pas faire autrement. C'est structurellement comme ça, quoi. Vous voyez. À force de ne pas parler d'antiracisme à la France périphérique, il les pousse à croire qu'il ne faut plus l'être. Bah oui, il y a un côté un peu comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Il met des trucs sous le tapis par stratégie politique à un moment, justement, où l'antiracisme doit être de plus en plus central parce que, allô, on a vu dans quel climat on est. Donc, il a pile la mauvaise stratégie. Il fait l'inverse de ce qu'on devrait faire. Il n'y a pas à rogner sur des sujets comme ça. Il n'y a pas à rogner. Ou pas quand t'as un personnage médiatique. Pas quand t'as velléité à être président de la République. Parce que, après, l'exemple qu'il dit, il dit, mais moi, quand je vais parler aux travailleurs, je vais pas aller leur parler de la transidentité et de racisme, je vais leur parler de travail. Et leur dire qu'il faut pas être raciste, qu'il faut plutôt s'en prendre aux milliardaires. Bah, quand il dit ça, dans le cadre d'un militantisme de terrain, tu vas pas parler pareil quand tu vas parler avec Jojo le gilet jaune ou avec un mec avec un rebeu des quartiers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, en fait, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Mais même vous faites ça quand vous parlez avec des gens qui sont pas exactement comme vous. Bah, vous parlez pas forcément des mêmes choses, quoi. C'est normal, en fait, de faire ça. Sauf que quand t'es un personnage médiatique de l'ampleur de François Ruffin avec des villes-théâtres à la présidentielle, t'es pas un petit militant de terrain qui, quand il parle avec des Français blancs de la France périphérique, je sais pas quoi, il choisit un peu ses sujets pour tenter de le rameuter par la gauche. Moi, je sais que parfois, je parle à des gens là au bar PMU de chez moi. Bon, je vais pas faire le maxi gauchiste quand je discute avec eux. Je suis en mode genre, ah ouais, t'aimes pas l'Union européenne? Ah ouais, c'est à cause de. Ouais, c'est les milliardaires le problème, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas leur parler de je sais pas quoi. Parce que c'est pas ce qui vient dans la conversation, en fait. Et donc, du coup, dans le cadre d'un militantisme de terrain, choisir un peu ses sujets en fonction d'avec qui tu parles, tout le monde le fait et c'est normal. Mais je veux dire, cette logique n'est pas applicable quand t'es censé parler à tout le monde et bah, quand t'es candidat à la présidentielle et qu'en plus t'es un personnage médiatique qui est sur les médias à longueur de journée, par nature, t'es là pour parler à tout le monde. Et donc tu peux pas te dire, oui, bon, on va choisir un peu plus nos sujets. Si c'est ça, ça veut dire que tu mets des sujets sous le tapis. Et mettre des sujets comme l'antiracisme sous le tapis dans un moment comme le moment actuel, eh ben, c'est une faute politique. Et ça pue la merde. Voilà. Il aurait été plus bazar à rester militant. Bah ouais, bah ouais, ouais. Ou même si c'était moins un ambitieux comme ça, avec les dents qui raillent le parquet, qui se croit que vraiment c'était son moment et qui peut devenir président, etc., etc. Qu'il était juste resté à LFI et qu'il s'adressait à une population un peu différente. Mais comme c'était il y a pas si longtemps, quoi. Il s'adressait à une population un peu différente. Pour moi, c'était une corde en plus à l'arc de la France insoumise, vous voyez. Et j'étais en mode, bon, ok, même si, bon, il a des défauts. À la limite, si ça permet de ratisser un petit peu plus large au sein de LFI, why not, quoi. Why not? Mais il se trouve que bah là, c'est plus ça. C'est plus ça aujourd'hui, Ruffin. Et donc, bah, ça craint du cul, quoi. Voilà, voilà. Hop là. Bon, allez, on va lire l'article du coup. C'est parti. Après le truc de sortir des tracts différents et de parler différemment en fonction de la personne que tu as en face de toi dans le cadre du militantisme, je suis désolé de le dire, hein, et je dis pas ça pour défendre Ruffin, mais c'est pas le seul à le faire. C'est la manière dont il l'a fait. C'est la manière dont il l'a fait. Mettre des tracts avec écrit regardez, je suis validé par François Bayrou. Ça casse les couilles, quoi. Mais après, dans les trucs de porte à porte, en fonction des quartiers où tu vas, t'as pas forcément exactement le même discours en fonction de la personne que t'as en face. Et c'est normal en soi. Mais c'est juste quand tu regardes la différence des tracts, il y en avait un vraiment, c'était en mode genre vive Jean-Luc Mélenchon, il est trop bien, ouais, l'antiracisme, la Palestine vaincra. Et l'autre, c'était vraiment en mode genre non. Non, moi je déteste Mélenchon, j'ai rien à voir avec lui. Regardez, Bayrou, il m'aime bien. Voilà. LFI le fait. Vous pensez que l'intégralité des militants LFI ont systématiquement exactement le même discours en fonction du profil de la personne qu'ils ont en face? Mais vous savez, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est normal, c'est pas grave. C'est normal. Je veux dire, c'est normal. Je veux dire, quand tu parles avec quelqu'un, tu t'adaptes avec la personne que tu as en face. C'est juste qu'il faut bien le faire, il faut pas faire n'importe quoi. Et si ton discours est incohérent en fonction de la personne à qui tu parles, bah c'est pas pareil. Et c'est plus ça qu'on reproche à Ruffin, c'est qu'il y avait une incohérence. D'un côté, il suce Mélenchon, de l'autre côté, il suce pas Mélenchon, quoi. Vous voyez? Mais après, c'est normal. On adapte son discours en fonction de la personne qu'on a qui est en face. Quand on fait du porte-à-porte ou ce genre de choses, c'est normal. Mais c'est juste la façon dont il l'a fait. Et même médiatiquement, alors que c'était le moment grande union de la gauche, NFP, médiatiquement à l'échelle nationale, il a commencé à chier sur Méluche à ce moment-là, publiquement, en disant le problème c'est Mélenchon, je vais me barrer. C'est qu'il a fait n'importe quoi à ce moment-là. Et voilà. Mais après, adapter son discours en fonction de à qui tu parles, en vrai, tout le monde le fait. C'est pas grave en soi, c'est la manière dont c'est fait, quoi. Voilà. Bref. Encore une fois, je dis pas ça pour défendre Ruffin, parce que de toute façon, Ruffin a franchi le Rubicon depuis bien longtemps et je ne le soutiens plus. Évidemment. C'est un opportuniste retourneur de veste. Ouais, ouais. Alors, un opportuniste, en tout cas, ça c'est clair et net. C'est clair et net. Après, c'est la politique, hein. C'est la politique.
Il y a des gens qui disent pareil de Mélenchon. Je pense qu'ils ont un peu plus tort, mais il y a des gens d'extrême gauche qui sont en mode mais tout ça, c'est des politiciens professionnels. C'est un non-événement, ce truc avec Ruffin. Il s'est fait virer. Il essaye de prendre une autre part de marché politique. C'est bon, tout ça, c'est des politiciens bourgeois. Il y a des gens qui disent ça. Hein. Moi, mon pote de lutte ouvrière, j'avais vu à la fête de l'humain juste après qu'il y avait le fameux débat Ruffin-Raphaël Arnaud. Il était en mode genre, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ils sont pas les couilles. Voilà. Révolution permanente, c'est ce qu'ils disent, par exemple. Moi, je suis pas d'accord avec eux, mais ça s'entend, quoi. Bref. Mais en tout cas, oui, non, Ruffin, en fait, son carriérisme, son côté personnage médiatique, allié au fait que là, structurellement, il est obligé d'aller dans une direction, il pourra pas aller dans une autre direction, fait qu'il est finito, quoi. Il est finito et ça va être de pire en pire. Il a un devenir à la Roussel, je le redis. Allez, on va lire l'article parce que je pense que ça peut quand même être intéressant de voir un peu ce que c'est que la ligne Ruffin. En parlant peut-être un peu de fond, je pense que ça peut quand même être intéressant. Voilà. Alors, à Lyon, François Ruffin défend un projet travailliste pour convaincre au-delà de la gauche. Le député de la Somme veut profiter des divisions de la gauche non insoumise pour s'imposer comme un candidat crédible à l'élection présidentielle. Donc c'est sa strat, il se dit bon bah il y aura une candidature LFI solide, mais alors surtout ce qui est pas LFI à gauche, ça rame, hein, là c'est un bordel sans nom. Est-ce que moi je serais pas le plus solide dans la gauche hors LFI? En vrai c'est pas impossible que ce soit le plus solide dans la gauche hors LFI. Hein. Je sais pas, hein, ça se trouve il va réussir à tirer son épingle du jeu, je ne sais pas. Pas sûr, hein, vraiment pas sûr. Mais voilà. Déjà travailliste, red flag, historiquement travailliste c'est pas forcément red flag. Hein. Les partis travaillistes et tout, c'est en mode le camp des travailleurs et tout, mais je sais plus travailliste en Big 2026, à voir, mais historiquement, travailliste, c'est pas un red flag. Il y a des trucs qui s'appellent le parti travailliste, c'était les partis de gauche basés, quoi. Voilà. En meeting samedi, il a témoigné de l'ambition de briser le plafond de verre minoritaire de son camp, en évitant les sujets qui fâchent. Et c'est vraiment ça, la reproche, moi, que j'ai à faire sur Ruffin, quoi. C'est en évitant les sujets qui fâchent, bah non, c'est pas ça. Voilà, enfin, limite, dans le cadre d'un second tour, dernière ligne droite pour la présidentielle, t'évites les sujets qui fâchent sur les 2 derniers plateaux télé que tu fais pour essayer d'aller ratisser un peu plus large sur le moment politique précis de la fin de la présidentielle. Il peut y avoir des moments où tu mets un peu d'eau dans ton vin, t'as une stratégie médiatique, etc. Mais si c'est ta ligne de mettre de l'eau dans ton vin et éviter les sujets qui fâchent, bah c'est pas une ligne, ça pue la merde. Voilà, il y a stratégie et tactique. Si ta stratégie, c'est d'éviter les sujets qui fâchent, c'est de la merde et c'est que t'es en train de te tromper. S'il y a des moments par tactique, à un moment précis, tu décides en fonction de là où t'es, à qui tu parles, par axer plus sur certains sujets, ça peut être un coup tactique intéressant. Ok, mais quand c'est ta stratégie et que c'est même ce qui te différencie des autres, bon bah ça pue la merde, quoi. Voilà. Merci Godot pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Dans un discours de candidat à l'élection présidentielle, les mots qui ne sont pas prononcés comptent parfois autant que les slogans. En meeting samedi 25 avril devant l'hôtel de ville de Lyon, François Ruffin a dessiné par ses ellipses une stratégie. Enjamber les débats internes à la gauche pour se frayer une voie vers le premier tour. De gauche, il n'a pas été question samedi. Ou si peu. Dans un événement construit comme un entretien d'embauche, face à 4 personnes qui l'interrogeaient à tour de rôle, François Ruffin a parlé travail, salaire, pratique du pouvoir, accaparement des richesses par les élites. Rien en revanche sur la stratégie de son camp ou sur le chemin de l'union. Donc il a parlé ni des sujets qui fâchent, en mode on va dire des sujets de fond qui fâchent, comme par exemple les trucs un peu antiracistes, etc., j'imagine. Les sujets dits parfois sociétaux par rapport aux sujets économiques, même si j'aime pas ce terme. Mais c'est aussi par rapport à la gauche, quoi. Il était pas en mode genre je dois être la gauche unioniste hors LFI ou quoi que ce soit. Quelque part, tant mieux. Sur le fond aussi, l'ancien journaliste marche sur une ligne de crête. D'un côté, il promet de combattre le racisme et fermer ses news. Et esquisse une France où nous sommes toutes et tous égaux. J'imite pas très bien, pardon. De l'autre, il évite de parler de violence policière ou d'islamophobie. Il plaisante en évoquant les copains et copines antiracistes, les féministes, les écologistes et tous les istes sympas de la planète. Donc il s'inclut pas dedans, c'est ça qui est intéressant. Il est en mode ouais, les camarades antiracistes, féministes et écologistes. Moi je suis pas comme ça, moi je suis juste un français, moi je roule en scénic. Mais il dit quand même que c'est les istes sympas. Il est en mode les antiracistes ont ma sympathie, mais il s'inclut pas dedans. C'est intéressant, hein. Donc c'est pour ça, c'est le truc de minimum syndical. Après, voilà, c'est quand même en mode je vais combattre le racisme et fermer ces news. Pour moi, rien que ça, vu le contexte actuel, ça le place à gauche. Ceux qui disent c'est un droitard, pour moi, vous êtes des forceurs. C'est plus que. Bon. Voilà. Tous les istes, donc les fascistes. Non, il dit les istes sympas. Voilà. Il dit les copains et les copines antiracistes, féministes et écologistes. Voilà, donc il est pas en mode ah bah l'antiracisme, le féminisme et l'écologie. Hein. Mais c'est plus, il est en mode genre ah, c'est les copains et les copines. Mais c'est pas moi, quoi. Voilà, il s'exclut de ce camp. Il est en mode debout, le mouvement debout de François Ruffin. Bah, du coup, c'est pas un mouvement antiraciste, féministe et écologiste, puisqu'il dit que eux, c'est des copines. Mais c'est allié à ces gens-là, quoi. Ouais, voilà. Bon, c'est du Ruffin, quoi. C'est vraiment du Ruffin dans le texte. C'est pas lui qui a prévu de porter ces sujets-là, mais s'il y en a d'autres qui le portent à sa place, il est en mode ok, je le tolère, faites vos trucs, quoi. Voilà. Il a 10 ans de retard, un peu, il a 10 ans de retard. Il s'est pas mis à la nouvelle méta.
Voilà. Et si ça, sa décision politique, c'est justement de faire ça, c'est très, très mauvais signe. Ouais, le truc de populisme class first bébête. Ouais. Après, dans certains contextes, pas être class first, mais dans certains contextes, quand même parler un peu de classe, être en mode, ce qui peut unir aussi parfois les prolos de banlieue, les prolos de banlieue et les prolos de campagne, c'est que c'est des prolos, mais qui sont exploités par les mêmes capitalistes. Pour moi, il faut pas non plus se priver d'avoir du discours comme ça de temps en temps. Hein. Voilà. Class first, ça veut dire que tout ce qui est les sujets sur l'antiracisme, le sexisme, le patriarcat, le colonialisme, n'importe quoi, tout ça, on s'en bat les couilles. Quand tu es victime de domination et d'oppression qui ne sont pas juste l'oppression de classe, prolétaire versus bourgeois, t'en parles pas trop. Voilà, c'est le racisme aux F, tout ça c'est au second plan par rapport à la classe sociale qui est tout en haut et qui est le premier. Voilà, c'est ça être class first. Mais après, voilà, on pourrait dire que par exemple, lutte ouvrière, ils sont class first parce qu'ils sont en mode genre. Après, lutte ouvrière, ils disent qu'il y a du racisme, il y a tout un tas de domination. Ils sont en mode le fascisme, c'est la roue de secours de la classe capitaliste en crise. Là, il y a une stigmatisation et de nos compatriotes musulmans, un racisme d'État et une islamophobie d'État. Mais ils sont en mode, voilà, malgré tout, les Arabes doivent se politiser avant tout en tant que prolo et pas en tant qu'Arabes, quoi. C'est une forme de réductionnisme de classe. Ce qui veut pas forcément dire que t'es raciste pour autant. Moi, j'essaie d'être pas prudent, mais d'essayer d'être nuancé quand on essaie de caractériser ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut mener au racisme très très rapidement. Très très rapidement. Mais enfin, quand tu regardes Lutte ouvrière, c'est pas un parti raciste. Quand tu regardes leur programme, les valeurs qu'ils défendent, c'est pas un parti raciste. Ils sont en mode pour l'abolition des frontières et ce genre de choses. Tu peux pas dire que c'est un parti raciste, Lutte ouvrière. Mais ils sont, ouais, class first, ils sont dans un réductionnisme de classe, dans une espèce d'athéisme anticlérical à l'ancienne, totalement suranné. Ce qui veut pas dire qu'ils sont racistes, quoi. Hello n'évite pas le sujet de la Palestine parce qu'ils sont internationalistes. Oui, voilà, sur le sujet de la Palestine, ils l'évitent pas. Hein. Ils l'évitent pas. Hein. Ils sont dans les manifs pro-Palestine, ils sont dans les manifs contre l'islamophobie, Lutte ouvrière. Hein. Voilà. Alors après, il y a des trucs où ils sont rétrogrades, je dis pas, mais pour moi, enfin, vous voyez quoi. Il y a un truc où ils ont une boussole antifasciste, internationaliste et communiste qui leur garantit un niveau d'antiracisme qui est déjà relativement conséquent, moi je dirais quoi. Ça va, ça va. Mais voilà. Bref. Ruffin, c'est un peu différent. Ruffin, c'est un peu différent parce qu'il a une stratégie de dire on évite les sujets qui fâchent. Il n'y a pas ça chez Lutte ouvrière, hein. Les sujets qui fâchent. Nathalie Arthaud, c'est le contraire à l'arrivée. C'est en mode le problème, c'est le capitalisme. Il faut exproprier Bernard Arnault et tout redistribuer aux travailleurs. Donc bon, vous voyez. C'est une stratégie pour draguer l'électorat prolo du RN. Lutte ouvrière ou Ruffin? Lutte ouvrière, absolument pas. Hein. Vraiment pas. C'est juste leur logiciel depuis le début, en mode de la classe sociale. C'est le truc qui l'emporte sur tout le reste. Et le reste sont des sujets secondaires. Mais ils évoluent petit à petit aussi, le Lutte ouvrière. Faut pas croire. Hein. Voilà. Mais bon. Donc oui, être class first, faut pas pratiquer le réductionnisme de classe, etc., etc. Non, Ruffin, le class first, oui, c'est un peu une stratégie comme ça. Tout à fait. Mais je veux dire, parfois, dire quand même que voilà, le prolo des quartiers, le prolo des bourgs et le prolo des tours, c'est tous les deux des prolos, ils ont des intérêts en commun contre la même classe capitaliste. C'est pas parce que c'est pas éviter d'être class first, ça va pas nous empêcher de parfois pouvoir tenir ce genre de discours. C'est juste qu'il faut pas que ça soit l'alpha et l'oméga de son discours. Il faut pas que ça soit au détriment d'une ligne antiraciste solide, quoi. Voilà. Bref. Hello, c'est un syndicat, pas un parti politique. Tu confonds avec Force ouvrière, poteau. Hello, c'est un parti politique. Ok. Donc, dans Libération, fin janvier, François Ruffin théorisait en creux sa volonté de dépasser les frontières de la gauche pour espérer l'emporter en 2027. Le socle de la gauche tient, et c'est déjà un miracle. 30% restent accrochés, jugeait-il. Mais le plafond s'est abaissé. Pour bien des gens, la gauche est devenue un épouvantail. Est-ce que c'est faux de dire ça? Est-ce que c'est faux de dire pour bien des gens, la gauche est devenue un épouvantail? Je pense que c'est pas faux. Je pense que c'est pas faux. Hélas, hein. Sans ça, la gauche serait plus forte dans ce pays. Hein. C'est vrai de dire ça. Mais genre, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Rendre la gauche plus droite-friendly? Non, non, c'est mort. Moi, je ferais pas ça en tout cas. Ruffin, c'est ce qu'il veut faire. Il veut rendre la gauche plus droite-friendly en recentrant ça sur les sujets qui fâchent moins, les sujets plus économiques. Et jeter un peu Mélenchon sous le bus au passage parce que Mélenchon a un effet repoussoir. Et c'est vrai que, genre, je vous parle souvent de cet entretien, mais il est vraiment bien, l'entretien de Benoît Coquart sur Mediapart, qui a écrit un bouquin enquête qui s'appelle Ceux qui restent sur, je crois que c'est dans le Nord-Est, c'est vraiment les endroits d'où il vient, c'est les endroits où il a grandi. La France rurale qui vote RN, quoi. Vraiment, il a fait tout un livre enquête là-dessus en immersion pendant des années. Le livre a l'air d'être un immense banger. Je l'ai pas lu, mais j'ai écouté son très bon entretien qu'il avait fait à Mediapart. Et dedans, il parle de ça. Il disait, mais moi, d'où je viens, les gens, ils disent, fais pas ton Mélenchon. C'est devenu une expression. En mode qu'il y a quelqu'un qui fait un peu le mec contestataire, nanani nanana. Le mec qui se plaint du système. Mais tu vois, il y a un côté en mode, mais t'es une victime, quoi. Vous travaille, bouge-toi le cul, bosse, et attends pas quoi que ce soit de l'État. Et les gens qui se plaignent un peu, qui attendent des trucs de l'État ou je ne sais quoi, les gens là-bas, ils disent fais pas ton Mélenchon, quoi. Donc, vous voyez, Ruffin, il essaie de parler à des gens comme ça. Et à un moment donné, vu la méta actuelle, il y a un côté où c'est une impasse.
C'est une impasse. Mais quand il dit pour bien des gens, la gauche est devenue un épouvantail et Mélenchon est devenu un épouvantail, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On liquide la gauche française dans, l'horizon peut-être éventuellement de gagner en 2027? Bah non, c'est pas faire ça. À un moment donné, on peut admettre aussi que bah ouais, pour bien des gens, la gauche est devenue un épouvantail. Peut-être qu'actuellement, effectivement, la barre, le plafond de verre est trop haut. Peut-être que la gauche est pas en position, la vraie gauche, est pas en position de gagner une présidentielle tout de suite. C'est pas faux. C'est Michel Fer, dont je vous parle souvent aussi, qui dit ça. Il dit bah peut-être qu'on doit admettre aussi, justement pour pas tomber dans faire du Ruffin, faire du Tondelier, faire du PS, peut-être qu'on doit admettre que là la gauche est pas majoritaire dans ce pays. Et c'est pas d'ici 2027 qu'elle le deviendra. Mais peut-être que sur le temps un peu plus long, en gardant la ligne, vous voyez, en étant solide sur nos appuis, un de ces quatre, on va le redevenir quoi. Voilà, mais à un moment donné, on peut l'admettre que ça. Je veux dire, mais si c'est le cas, si la gauche a une base, si la gauche est pas en position de gagner à l'heure actuelle, bah la gauche est pas en position de gagner à l'heure actuelle quoi. Donc ce serait quoi le but? D'arrêter d'être de gauche pour tenter de gagner? Bah non, ça serait de créer des conditions pour que la gauche devienne en position de gagner un de ces quatre quoi. Voilà. Et à un moment donné, on n'a pas à rogner là-dessus à ce point-là quoi. Voilà, voilà. Bref. Est-ce qu'on peut encore se permettre de perdre encore la gauche? Mais pas perdre, si on progresse, on perd pas vraiment. Simplement, moi je refuse. De quoi? Enfin bref, c'est pas un discours à avoir ça? Je suis absolument pas d'accord avec ton analyse, mais je parle à court terme. Hein. Je parle à court terme. Bah là, actuellement, la gauche a pas fait plus de 30% une élection depuis 2007. Hein. 2012, depuis 2012, techniquement. La gauche, toute gauche réunie. Hein. Du PS à Révolution permanente. Hein. Donc, mais moi, c'est plus qu'à ce côté où on est obnibulé, mais ça, c'est la 5ème République et c'est l'hyper-présidentialisme. On est quand même obnibulé par 2027 et on se dit si 2027 on gagne pas, on aura perdu à tout jamais. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et à un moment donné, on est obligé de se projeter dans le long terme. Sans ça c'est une impasse. Sans ça, on se dit on perdra. Mais peut-être qu'on gagnera en 2027, hein, c'est pas impossible. Dans tous les cas, moi je ferai ce qui est en mon pouvoir pour tenter de gagner en 2027. Je pars pas comme un perdant en 2027. Voilà. Mais je veux dire, est-ce que perdre la présidentielle en 2027, ça sera la gauche est morte, la gauche a perdu à tout jamais? Non, ça peut créer les conditions d'une victoire à la prochaine, vous voyez aussi. Voilà, donc faut intégrer une part de temps long. Sans ça, on se dit après 2027, si la gauche ne passe pas, on sera mort. De toute façon, si on se dit après 2027, etc., c'est mort si jamais la gauche passe pas, on se retrouve très vite à penser comme des Ruffins et des Tondeliers, quoi. À penser en termes de plafond de verre, etc. Donc, à un moment donné, la vie continuera après 2027, peu importe le résultat de l'élection. Et à un moment donné, si on n'arrive pas à se projeter derrière 2027 sur un temps un peu plus long et sur autre chose que les échéances électorales, et notamment via le mouvement social, bah, au bout d'un moment, on est baisé, quoi. Au bout d'un moment, ça sera en mode on all-in à chaque présidentielle sur un candidat, et si ça passe pas, on déprime et on pleure, quoi. Voilà. Et il n'y a pas que les élections dans la vie en plus, il y a aussi le mouvement social, etc. Quoi. Aussi à reconstruire une gauche solide et combative pour avoir des victoires et les arracher via la lutte et pas uniquement via les élections. C'est un truc à ne pas perdre de vue. Et parfois on est obnubilé par 2027 et donc du coup on perd un peu ça de vue. Quoi. Mais attention, quand je dis ça, moi j'ai pas envie de perdre en 2027. Hein. Vous inquiétez pas que quand 2027 commencera, je vais passer en mode campagne. Bim, ça va y aller très fort. Hein. Pas d'accord avec l'analyse, Vincent Tibéri démontre qu'il y a un décalage entre l'image de la population qui est représentée dans les médias et dans les urnes et les préoccupations réelles des Français. À la gauche de démontrer que c'est nous, le camp, qui permet de répondre à ces préoccupations. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on regardait, je suis d'accord avec toi, quand on regardait le sujet là sur CNews, pour ceux qui étaient là au début du live, sur la meuf qui est pourtant plus ou moins chez Reconquête, et qui regarde les petits villas, les petits commerces dans sa ville de Bretagne, obnibulé, je sais plus, pardon, qui regarde ça, et qui disait, ah bah on n'a pas assez régulé les grandes surfaces et le capitalisme, en gros, c'est ça qu'elle a voulu dire. À côté de ça, elle est d'extrême droite. Donc là, il y a des gens, leurs préoccupations sont déjà des préoccupations de gauche, et quand même ils votent RN, en se disant, bah non, le RN, ils vont quand même changer un peu les choses. Donc vous voyez, c'est pour ça que je me dis, d'ici 2020, les choses pourraient changer assez vite, mais est-ce que ça sera le cas d'ici 2027? Peut-être qu'à un moment donné, on n'a rien à faire de très différent, et à la fin, on va gagner parce qu'on a raison. Mais est-ce qu'on gagnera en 2027? Peut-être pas. Mais si à la fin, c'est nous qui allons gagner parce que c'est nous qui avons raison, et c'est nous qui avons des vraies solutions à proposer par rapport aux vraies problématiques des Français, bah à ce moment-là, on peut pas être focalisé et obnubilé par 2027. Voilà. Mais c'est pas un discours défaitiste que je dis là. Peut-être vous le percevez comme un discours défaitiste en mode bah c'est pas grave si on perd en 2027. De toute façon, vous le percevez comme un c'est pas gagnable 2027. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas ce que je dis. Au contraire, pour moi, c'est plutôt un discours de dire non. On verra. On continue comme ça, solide sur ses appuis, et si on gagne pas en 2027, on gagnera la prochaine. On perdra une bataille, mais on perdra pas la guerre. Imaginez Bardella qui arrive au pouvoir en 2027, ça devient le pantin du MEDEF avec sa première dame de France et une princesse de l'aristocratie ancien régime. Ça se trouve, au bout de 5 ans, il sera détesté par les Français. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait une page Facebook très connue de gros confus à la con pro-RN
sur Facebook à l'ancienne, quand Hollande était président, je me souviens, la page s'appelait Hollande dégage. C'est vraiment une page de boomer Facebook, droitard à la con, quoi. Le jour où Macron est élu, la page Facebook se renomme Macron dégage. Il y a quand même ce côté où les Français ils aiment bien chier sur le président de la République. Les présidents de la République en exercice, quand même, en France, ils ont tendance à perdre en popularité très vite. Donc je sais pas, hein. Quand tu vois ce que le RN est en train de devenir, c'est-à-dire un espèce de parti sarkozyste en plus raciste, s'il arrive au pouvoir, je pense que ça va être un peu la grande déception, hein. Donc le truc de oui, mais Orban il a tenu 16 ans, oui, mais quand les fascistes arrivent au pouvoir, ils le rendent pas, comparaison n'est pas raison. Vous voyez, encore une fois, je dis pas ça pour dire le RN n'est pas un danger. Le RN est un danger. Mais si on se dit, si le RN arrive au pouvoir, c'est fini, à un moment donné, c'est ça qui crée aussi de la démotivation. Vous voyez, encore une fois, on est obligé de penser le truc sur le temps long, quoi. Voilà. Déjà, il n'arrivera pas au pouvoir ce neuil. C'est possible, hein. C'est possible. On verra. Mais s'il n'arrive pas au pouvoir ce neuil, imaginons que c'est Édouard Philippe qui renquille pour 5 ans, là. Et qu'après Macron, on a Macron bis. Bah, je suis pas sûr que les électeurs que François Ruffin essaie d'aller chercher, ils vont se mettre à voter autre chose qu'extrême droite, hein. Voilà. Par contre, les électeurs que François Ruffin a envie d'aller chercher, qui votent extrême droite, s'ils se tapent 50 Bardella au pouvoir, peut-être que ça va leur faire changer d'avis et qu'ils vont retourner aller un peu plus vers la gauche, peut-être, en disant oh bon, on l'a pas essayé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, quand je dis ça, c'est pas pour faire l'accélération, c'est de dire Bardella doit gagner de bonne foi pour toutes, comme ça on pourra gagner par la suite. Non. Dans tous les cas, il faut se battre le plus fort qu'on peut contre la droite et contre Bardella. Parce que même si Bardella il gagne, il faut qu'il gagne avec la gauche la plus forte possible. Dans tous les cas, le résultat est le même. Il faut être solide sur ses appuis et se battre de toute notre force. Et puis, trust the plan, quoi. Voilà. Mathieu Burgalsi a, me semble-t-il, une take un peu similaire concernant le positif à recentrer dans le débat. Bah moi, quand je fais ça, c'est vraiment... J'essaie de faire l'anti-doomer. Hein. J'essaie de dire non, sur le temps long, on va les baiser, vous inquiétez pas, camarades. Sur le temps long, on va les baiser. Et pour ça, il faut accepter que peut-être on va encore perdre 2-3 fois, quoi. Voilà. C'est plus ça que je dis. Mais tout en se battant pour essayer de ne pas perdre. Évidemment. Bref, je pense que vous avez compris où je voulais en venir, quoi. Voilà. Donc on était où? Dans Libération, fin janvier, François Ruffin théorisait en creux sa volonté de dépasser les frontières. J'ai déjà lu ça. Donc j'en étais là. Pour bien des gens, la gauche est devenue un épouvantail. Bah c'est vrai. Et comment ça changera, ça? Bah je sais pas. On verra. Mais je me dis qu'un jour ça pourrait changer. Vraiment. Là-dessus, je suis confiant. D'ici 2027, je suis pas sûr, mais on verra. Pas question donc de les effrayer. Et c'est ça le souci. Pour moi, si ces gens-là changent d'avis, ces gens-là, les gens qui considèrent la gauche comme un épouvantail, c'est pas en étant une gauche plus douce et qui leur caresse dans le sens du poil qu'ils vont revenir vers la gauche. Non. Ils sont prêts à voter. C'est des gens qui votent au Rassemblement National. Ils s'en battent les couilles. Ils veulent pas des centristes de toute manière. Donc c'est complètement con comme stratégie à partir de là, quoi. Vous voyez. Écologie n'est pas un mot aimé dans le pays, a estimé samedi l'ancien insoumis. Dans une ville dirigée par les écologistes depuis 6 ans. On parle de Lyon, hein. S'il a dit souhaiter réconcilier écologie et populaire par le travail, je ne sais pas François ce que c'est Ruffin que ce super profil. n'a pas dit grand-chose de sa vision en matière de politique énergétique, de transport ou de changement des modes de vie. Bah effectivement, hein, encore une fois, là, quand je parle avec les vaillants travailleurs du bar PMU en bas de chez moi, ça m'arrive 2-3 fois. Ils sont en mode les écologistes, ils nous cassent les couilles, ils connaissent rien à la nature et machin, c'est des directives venues de gens qui y connaissent que dalle et ils nous font chier, quoi. C'est vrai. Mais à ce moment-là, on arrête de parler d'écologie. Bah non, à un moment donné, peut-être qu'il vient... Voilà, encore une fois, si on a raison, à un moment donné, faut pas non plus prendre les gens pour des cons, quoi. Y compris les électeurs RN. Parfois, on se dit, mais ils sont trop cons, les électeurs RN, pourquoi ils votent RN? Ils sont pas si cons que ça, hein. Juste qu'ils votent en se disant, j'ai un intérêt à voter pour eux, plus que pour les autres, en tout cas. Je pense qu'ils se trompent, mais c'est pas parce qu'ils sont bêtes, vous voyez. Donc moi, j'ai quand même l'impression, j'ai envie de faire confiance à l'intelligence des Français. Et de se dire que si on a raison depuis le début, peut-être qu'à un moment donné, quand même, ça va jouer en notre faveur, quoi. Voilà. Merci Adriazois. Merci beaucoup Adriazois pour les 10 subs offerts. Let's go. Il va faire le pro-nucléaire pour taper sur LFI. A raison. Ah bah, ça, moi, pour le coup, je suis plutôt... dans le contexte français et à moyen terme, je suis pro-nucléaire. C'est juste que dire que le nucléaire est l'alpha et l'oméga d'une politique écologiste, c'est complètement con. Mais moi, je suis pour ne pas se passer à moyen terme du nucléaire en France. On a cette opportunité d'avoir le nucléaire qui est déjà là, autant le conserver. Mais le modèle français en termes de nucléaire ne peut absolument pas être généralisé à l'intégralité des pays du monde. Donc on va se calmer avec ça, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique énergétique. Voilà mon avis sur le nucléaire. Ok. François Ruffin n'a pas dit grand-chose de sa vision en matière de politique énergétique, de transport ou de changement des modes de vie. Pas de quoi déplaire à Corentin et Géraldine de Lyon, un couple de jeunes chercheurs lyonnais venus écouter le candidat Ruffin. Il met d'accord la partie de notre famille qui est plutôt de l'autre côté, se marre la seconde, quand le premier assure que les gens de droite le respectent. Gérald Darmanin, l'actuel ministre de la Justice, ne disait-il pas en 2023 « On ne peut pas ne pas écouter François Ruffin ».
C'est vrai. Il l'a dit. Il l'a dit. Bayrou surtout. Oui, Bayrou surtout. Alors après, ça, c'est des espèces de baisers de la mort. Imaginons, ça arrivera pas. Imaginons. Mélenchon et LFI se cassent la binette pour la présidentielle. Je sais pas, immense scandale et au final, ils font un immense prout. Ça arrivera pas. Imaginons Ruffin prend le lead à gauche, mais le vrai lead, en mode genre, il sera au second tour. Ruffin va être au second tour, il est favori de fou dans les sondages, ça va être Ruffin, Bardella, second tour, machin bidule. Vous pouvez être sûr et certain que les Darmanin et compagnie là qui l'ont bien sucé pour mieux taper sur LFI, ils vont arrêter de le sucer. Casser la binette. Vous connaissez pas ce terme-là? Il est marrant. Je dis pas, c'est vraiment une expérience de pensée. Mais si Ruffin il commence à être dangereux pour la bourgeoisie possédante, c'est lui qui incarne la gauche face à la droite, vous inquiétez même pas que les Gérald Darmanin et compagnie vont commencer à lui chier dessus. C'est juste que là, comme pour Roussel, il l'utilise tranquillement pour mieux taper sur la gauche principale de ce pays, quoi. Tout simplement. Voilà. De primaire, il n'a pas plus été question que de gauche sur la place Louis Pradel. Le député de la Somme n'a pas eu un mot pour l'élection censée se tenir le 11 octobre, à laquelle il s'est déclaré candidat, mais dont l'organisation relève chaque jour un peu plus de l'incertain. Mieux, il a raillé les négociations de salon, les manœuvres d'appareil et les congrès arrangés, alors que se tenait dans le même temps à Liffré, dans l'Ille-et-Vilaine, une réunion autour de François Hollande et Raphaël Glucksmann. Vous savez c'était qui le gauchiste le plus solide dans la réunion autour de François Hollande et Raphaël Glucksmann? C'était Mathieu Pigasse. Centimillionnaire et banquier d'affaires. Le gauchiste le plus solide à leur réunion, c'est un milliardaire. Et bah putain. Après, moi, là maintenant, je suis vraiment en soutien critique à Mathieu Pigasse, premier degré. Premier degré, je suis en soutien critique à Mathieu Pigasse. Certes, c'est un centimillionnaire venu du milieu de la banque d'affaires, etc. Peut-être qu'il y a un peu d'opportunisme dans son truc, ce qu'il fait avec Radio Nova et tout. Certes. Après, j'estime qu'il a vraiment, pour de vrai, des valeurs relativement progressistes qui le mènent à ne pas accepter ce tournant fasciste. Il y a des gens, même des milliardaires qui sont comme ça, qui ont quand même une sorte de boussole antifasciste, une boussole morale. Je pense qu'il a vraiment premier degré, une boussole morale comme ça. Premier degré. Mais je pense aussi, et peut-être même surtout, qu'il y a une part d'opportunisme dans ce qu'il fait, Pigasse. Regardez, Nova, comment ça fonctionne du tonnerre. Ils ont quadruplé leur audience en 2 ans, ou en 3 ans, Nova, depuis que c'est passé sous Mathieu Pigasse et qu'il a mis un coup de barre à gauche. Bon, il a toutes les raisons de continuer à faire le gauchiste, ça a l'air de marcher. Il y a un décalage entre la demande de contenu de gauche, peut-être dans les médias dominants, parce qu'il y a très peu de contenu de gauche dans les médias dominants. Un décalage entre la demande et l'offre. Et lui, il se dit, bah attends, il y a plus de gauchistes en France que ça quand tu regardes les radios et la télé. Donc je vais faire une chaîne de gauche, ça va bien marcher. Il a raison, quoi. Donc je sais pas. Soutien critique, on va dire. Je pense que par mélange d'opportunisme principalement et quand même peut-être un peu de boussole morale, là, à l'heure actuelle, dans la méta actuelle, je trouve qu'il joue plutôt dans notre camp que dans l'autre, quoi. Voilà. Aujourd'hui que les techs me donnent le vertige de la part de Ribot. Mais Zéla, toi t'en penses quoi de Radio Nova? La ligne éditoriale de Radio Nova, on est d'accord, dans les médias dominants, c'est la ligne éditoriale, y compris sur les questions antiracistes, décoloniales, etc., sur la question de la Palestine, évidemment. On est d'accord, c'est les plus solides dans les médias dominants. Je parle vraiment des médias radio-télé. Même pas la presse écrite. La presse écrite, c'est plus large que ça. Je veux dire, là, force est de constater que la ligne de Radio Nova sous Mathieu Pigasse, en vrai... Moi, à la base, je disais pas ça de Mathieu Pigasse. À la base, je disais vraiment pas ça. Je me méfie trop. Ça sera jamais un camarade, ce gars-là. Et je dis pas que c'est un camarade, mais pour moi, c'est un allié de circonstance. Là, actuellement, dans l'état des choses, juste, moi, je vois ce qu'il a fait avec Nova. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et en plus, on faisait la blague pendant super longtemps. On était en mode, genre, ce qu'il nous faut, c'est un Bolloré d'extrême gauche. Pour se battre à armes égales face à eux. Bah, Mathieu Pigasse avec Radio Nova, en vrai, force est de constater, malgré son statut de centimillionnaire, quasi milliardaire, que là-dessus, bon. Là-dessus, il fait le taf. Voilà, donc c'est pour ça. Je me méfie toujours. Je dis pas que c'est un camarade. Pour moi, c'est un allié de circonstance et je suis en soutien critique par rapport à lui. Et je dis pas ça parce qu'il me donne de l'argent ou quoi que ce soit, c'est pas le cas. Mais Mathieu Pigasse, si tu regardes ce live, on a la bataille culturelle à mener, toi et moi. Ok, j'en étais où? Oui, donc le truc de Liffré, là, gros flop, là, la gauche hollando-glucksmannienne, ça dégage. Ils font mine de soutenir l'Union, mais ils font tout pour qu'elle n'ait pas lieu. Cingle la députée écologiste Sophie Taillé-Polian, porte-parole de la campagne de François Ruffin. Soit on se rassemble, soit on va en réalité faire alliance avec le macronisme. Et dans ce cas-là, il faut le dire. La construction d'une alliance politique de Ruffin et Glucksmann, comme le martèle le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, paraît mal embarqué. Tout à fait. Bon, là, ça parle plus de Ruffin directement. Mais oui, tout à fait. C'est de la merde, il y aura pas de ça. Il y aura un candidat Glucksmann, ça sera probablement pas Glucksmann parce qu'il est nul à chier. Moi je vois bien Hollande. Hollande il a dit je me prépare. Moi je pense qu'Hollande il va y aller. Je pense qu'Hollande sera le candidat des sociaux libéraux, le candidat PS. Il y aura pas Hollande
et Glucksmann. Je pense que Hollande est bien meilleur que Glucksmann. Vraiment. Moi, je pense que ça sera Hollande. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Moi, je pense que ça sera Hollande. Mais du coup, voilà, s'il y a Hollande d'un côté, Mélenchon de l'autre, déjà, ça sera assez absolu de cinéma. Absolu de cinéma si ça arrive. Mais qui d'autre à gauche va réussir à tirer son épingle du jeu? Ruffin? Ah, peut-être Ruffin, il ferait un petit 5%, 5-6%, je sais pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais s'il y a Hollande et Mélenchon, absolu de cinéma. En tant que commentateur politique, ça va être du poulet. Hein. Bref. Sur ce que ça signifie par rapport à la gauche française, ça sera un vrai moment politique. Gage, c'est un ballon d'essai, je suis candidat. Il y aura un candidat PS, et ça sera probablement pas Gage, quoi. Karim Master-Poulet, pareil, on a que dalle. Voilà. Non, pour moi, ça sera Hollande, mais peut-être pas. On verra. Bref, ok. Revenons à Ruffin. Tandis que la route de la primaire se rétrécit à vue d'œil, François Ruffin accélère son calendrier. Alors que les socialistes s'enlisent dans leur débat interne et que Jean-Luc Mélenchon va déclarer sa candidature, le fondateur de Debout Debout enchaîne les meetings en forme d'entretien d'embauche, invoque le peuple et le nous, réactive le souverain... C'est fou ce lien d'âme parfois qu'il y a entre... Vous savez que j'aime parler de Ruffino-Boutelgisme pour rigoler sur cette chaîne. Je le fais moins maintenant, mais pour le moment je parlais de Ruffino-Boutelgisme. Parce qu'il y a des trucs un peu en commun, hein, quand même. La France des bourgs et la France des tours, les beaufs et les barbares, il y a un truc un peu pareil. Il parle d'un constat analogue pour avoir des solutions bien différentes. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, quoi. Mais là, attends, il parle du nous. Peuple et nous. Mais nous, c'est le nom du magazine de Parole d'Honneur. Il y a même un truc faire bloc, faire peuple, là, qu'ils ont fait il y a pas longtemps, non? C'est eux, c'est lié à ces milieux-là aussi. Il y a un espèce de lien d'âme. Mais je rigole. Hein. Quand je dis ça, c'est pour la blague. Je sais très bien qu'ils ont pas du tout la même ligne. Hein. Évidemment. Hein. Évidemment, je sais très bien qu'ils ont pas la même ligne. Mais quand même, il y a des trucs où ça se voit qui partent d'un constat qui est parfois un peu le même. Quoi. Je trouve ça amusant. Évidemment, ils ont rien à voir. Hein. Voilà. Rien à voir. Là où Ruffin met l'anti-racisme sous le tapis, bon. Évidemment. Voilà. Bref. Juste, ça m'a fait marrer. J'ai vu ça, je me suis dit. Avouez que le concept de Bouteljo ruffinisme, c'est quand même marrant, c'est quand même drôle. Non? Ça vous fait pas rire? Ça vous fait pas rire? Vous allez me cancel, c'est ça? Ok, d'accord. J'ai compris. Bon, allez, on reprend l'article. Donc, du coup, il réactive le souverainisme mélenchoniste de 2017. Ok. Ça, c'est l'avis d'Ilyes Ramdani. Le souverainisme mélenchoniste de 2017. Donc, rappelle que la ligne de Mélenchon, effectivement, en 2017, c'était pas la même que maintenant, hein. C'était avant ce fameux virage antiraciste, etc. Et c'était très bleu, blanc, rouge, la ligne populiste, on va sortir de l'Union Européenne pour réindustrialiser la France. C'était pas mal tout ça. Hein. Voilà. On ne rit pas avec ces choses. Non, mais oh là là. Oh là là. Ça va. C'était marrant. C'était une blague. Bon, bref. Oui, tente de réinventer des mobilisations populaires à mi-chemin entre Nuit debout, 10 ans après, et des expériences démocratiques tentées à l'étranger. Face à la concurrence à gauche, François Ruffin veut aussi cultiver sa singularité. Il y a son style, son image de député au SMIC, et bientôt promet-il de président au SMIC. Il y a aussi ses formules. Président au SMIC, quand tu es dans le palais de l'Élysée, dans les dorures élyséennes, ça veut un peu rien dire. Hein. Est-ce qu'il fera le président ou je ferai mes allocutions présidentielles depuis ma cuisine à Amiens? Je pense pas. Voilà. Je fais un thread de me rends sur place. Mais arrêtez. Ok, donc député au SMIC et bientôt président au SMIC. Il y a aussi ses formules, ses rimes, ses nombreuses rimes. Ah, c'est marrant, hein. Dans l'article, ils mettent carrément ses rimes, virgule, ses nombreuses rimes. Encore une fois, Mediapart, souvent, c'est écrit avec un style extrêmement neutre. Hein. Le style Mediapart, ils font pas trop des petites blagues, des petits machins, c'est écrit dans un style extrêmement neutre. Le simple fait d'avoir une répétition comme ça, c'est déjà assez verbeux hein, pour du Mediapart. Ses rimes, virgule, ses nombreuses rimes, là, c'est vraiment qui appuie là-dessus, quoi. Les quotas d'importation, par exemple, cela se fera sur l'armement, les médicaments, les aliments, l'acier, évidemment, et tous les produits pour l'environnement. Stop. C'est peut-être ça, hein, le plus gros problème avec Ruffin, hein, c'est son aspect cringe. C'est plus possible, ça. C'est plus possible. La France de François Ruffin, une France qui dérange, pas une France qui se range. C'est très nombreuses. C'est rimes, hein. C'est très nombreuses rimes. Aïe, aïe, aïe. Et puis il y a le travail. Il en fut question une 50aine de fois samedi dans les différentes interventions. Nous sommes travaillistes, a résumé François Ruffin. Nous considérons que tout est travail. Quelques minutes plus tard, l'élu Picard assume. Oui, mon obsession c'est le travail.
Dans son esprit, tout passe par la défense des travailleurs et des travailleuses, l'union entre les classes populaires, urbaines et rurales, la conversion du peuple à l'écologie, la possibilité pour la gauche de recueillir une adhésion majoritaire. Bah en vrai, parler des travailleurs et insister sur les travailleurs, en mode on est le camp des travailleurs, etc. Moi, de base, je suis communiste. Donc moi, de base, je suis pas du tout contre le fait d'utiliser travailleur et de rabâcher le terme travailleur comme un élément de langage de la gauche en réalité. Mais voilà, exactement, Atypi 132. Travail et travailleur, ça veut pas exactement dire la même chose. Dire je suis le camp du travail, ça veut pas du tout dire je suis le camp des travailleurs. Voilà, Arlette Laguillier, voilà, les travailleurs, travailleuses. Moi, je viens un peu de là, Donc moi, de base, utiliser travailleur, c'est un terme que j'aime bien. Surtout pour parler des Français comme étant les travailleurs, sous-entendu, bah voilà, c'est les gens qui se cassent le cul au travail, qui sont exploités, etc., etc. Et quand tu dis des travailleurs, tu n'exclus pas les chômeurs et ceux qui sont privés de travail de la classe des travailleurs, quoi. Voilà, moi, c'est la lecture par la lutte des classes classiques, les travailleurs, le prolétariat, la bourgeoisie, etc. Donc moi, c'est plutôt green flag pour moi d'utiliser le terme travailleur comme ça. Simplement, encore une fois, quand c'est Ruffin, on sait pas trop de quoi il parle parfois. Et notamment, là, je vais remettre l'extrait. Voilà là. La fierté du travail, machin bidule, il y a 2-3 petits éléments de langage dans ses discours, y compris quand il parle des travailleurs. Je sais pas trop, je doute. Est-ce qu'il parle des travailleurs ou de la valeur travail, ce genre de choses? Et ça tombe bien, on a déjà un cas d'école de ça, qui joue justement sur cette ligne de crête, on sait pas trop. C'est Roussel. Roussel est en mode genre, je veux mettre la valeur travail au cœur de mon programme. Ok, il y en a marre des feignants. Ouais, une bonne saucisse, quoi. Voilà, Roussel, c'était vraiment le cas d'école de ça, à faire exprès de jouer sur l'ambiguïté, à dire, mais on est communiste, on est le camp des travailleurs, donc je suis pour la valeur travail, comme Macron. Vous voyez? Donc je dirais, à jouer à ce petit jeu-là, Ruffin, encore une fois, il va finir comme Roussel. À jouer à ce petit jeu-là, il n'y a aucune raison qu'il finisse pas comme Roussel. L'histoire du mouvement ouvrier, c'est à la fois une histoire de la fierté du travail, de gagner sa vie en travaillant, et du droit au repos. C'est le congé maternité. Bon, c'est un peu vrai, ça. C'est un peu vrai. Pour le coup. C'est pas... bon, ok. C'est le dimanche chômé. C'est le samedi à C'est l'anglaise. le dimanche chômé. Faudrait que je step up en invitation de Ruffin. C'est le samedi à l'anglaise. La fierté du travail. Bah, dire la fierté du travail, c'est un peu bizarre. Mais le truc de la fierté du travailleur, vous voyez? Justement, en mode le travailleur, c'est pas le fait de travailler en soi qui le dérange. Ouais, pensez à un logiciel communiste à l'ancienne. Le travailleur, le problème, c'est pas le travail qui le dérange en soi, c'est de te faire voler le fruit de son travail par le capitaliste. Se faire voler sa plus-value. Si le travailleur travaillait pour lui-même, bah, il serait fier du travail accompli. Après, ça dépend. Si on parle d'un ouvrier qui travaille à la chaîne, c'est pas le cas, quoi. Mais il y a certains trucs où je vois ce qu'il veut dire, la fierté du travailleur, machin bidule. Pourquoi pas? Le travail n'a pas de fierté en lui-même, voilà, c'est pas le travail. Mais déjà, il a utilisé le terme travail et pas travailleur, quoi. Donc bon. Ça, après, c'est un vrai. Enfin, le nombre de personnes qui sont matrixées par ça. Et pas que des gens en mode. Pas que des blancs racistes de la campagne ou je ne sais quoi, qui sont en mode je bosse dur. Je bosse dur et ça, personne ne pourra me l'enlever. Des gens qui sont matrixés par le travail parce que bah, ils se tuent à la tâche dans cette société capitaliste de merde et qui sont matrixés par leur fierté de travailleur. En vrai, ça, c'est un truc qui est super important, quoi. Voilà. Mais là, il a dit la fierté du travail, déjà, c'est un peu. Voilà. Et le problème avec ça, c'est que tout ça, ça mène à l'anti-assistanat. C'est pour le vrai problème, c'est que ça mène à l'anti-assistanat. C'est que cette fameuse fierté des travailleurs, machin bidule. Derrière, c'est pour dire les assistés et les feignants, ça dégage. Et en plus, c'est des tas de gauchistes de merde. Les gauchistes, c'est le camp des feignants et des assistés. Moi, je suis un fier travailleur et ça rend de droite cette mentalité. Ça rend de droite de fou. Justement, comment articuler un discours où tu parles à cet affect-là sans jeter les assistés entre guillemets sous le tapis? Tu fais comment? Bah, ça marche pas. Ça marche pas. Ou alors il faut dire oui, les travailleurs, vous travaillez dur et voilà, soyez fiers de vous, mais vous n'avez pas le somme de vous faire voler votre plus-value par la classe capitaliste en fait. On vous vole le fruit de votre travail là. C'est vous qui faites tourner les boîtes. On vous vole le fruit de votre travail là. La bourgeoisie vous vole le fruit de votre travail et vous dites rien. Mettez le gilet jaune les gars là, vous faites quoi? Oh, à la limite quoi. Mais bon, je pense que c'est pas vraiment ça le discours totalement de Ruffin. Un peu, je sais pas. Après, je trouve que vous voyez par rapport à Roussel, qui là-dessus était vraiment mais genre caricatural, Ruffin a un peu plus de finesse là-dessus, quoi. C'est juste qu'encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début, vers où ça mène d'aller dans cette direction? C'est ça le vrai problème. Vers où ça mène d'aller dans cette direction? Le truc pris de manière isolée là-dessus, je trouve ça ok tiers en vrai. Mais quand tu réinscris ça sur d'où il vient, et du coup vers où il va, je pense qu'il va vers du Roussel, quoi. Anglaise, ce sont les premiers congés payés. Parce que parler du droit au repos et dire que l'histoire de la classe ouvrière, c'est aller réduire le temps de travail, bah ça, banger. Ça, c'est très bien de le dire. Et ça vaut très bien. Ce sont les 40 heures. C'est le 1er mai.
Voilà, quand il parle de ça, réduction du travail, réduction du temps de travail, c'est le but de la classe ouvrière en lutte. C'est un des trucs hyper central, malgré le fait que ce sont des fiers travailleurs. Et c'est pas que c'est des feignants pour autant. Vous voyez? Ok, pourquoi pas. Merci. Cette année, ça nous attaque le 1er mai. L'an dernier, c'était le 8 mai. Hein. Ouais. Et évidemment, leur but, c'est quoi? C'est que tous les temps de nos vies, le dimanche, tous soient repris par la consommation et par la production. Et nous ne voyons pas que dans l'homme et dans la femme que des producteurs et des consommateurs. Nous voyons l'humain d'abord, de la naissance à la mort. Bon, c'est quand même un peu connexe à la France insoumise comme discours. Pire que Hollande. Comment ça? En termes de diction? Non, parce que... Attends. Les insoumis du chat. Vous allez dire que ça, là... On enlève le truc, là, de fierté des travailleurs. Vous allez dire que là, que les 40 dernières secondes de ce qu'il vient de dire... Bon, ça va, c'est ok tiers. Nous voyons l'humain d'abord, de la L'humain d'abord, c'était littéralement le slogan de Mélenchon en 2017. naissance à la mort. Voilà, c'est ça. Dès qu'on passe sur des sujets qui l'avantagent, il se planque. Sur ces sujets-là, oui, c'est pas un souci en soi, quoi. Voilà. Bon, bref. J'essaie d'être de bonne foi un peu, c'est pas évident. Hein. J'essaie d'être un peu de bonne foi, d'analyser un peu le fond du discours et de voir qu'est-ce qui pose vraiment problème avec Ruffin, quoi. Mais en vérité, là, bon, voilà, sur les bouts de discours comme ça, à la limite, pourquoi pas? Si tout ça s'articulait avec tout le reste de manière nickel, ça ferait la France insoumise en gros. C'est un peu ça le truc. Voilà. Parce qu'encore une fois, ça, c'est pas ça qui le dérange. Là, ce qu'il vient de dire, pris de manière isolée, c'est pas vraiment ça qui le différencie de la France insoumise. Effectivement. C'est le reste. C'est là où le bas blesse. Voilà. Ok. Le livret programmatique, distribué samedi, ne parle d'ailleurs pas d'autre chose. Une page sur les salaires, indexation sur l'inflation, augmentation du SMIC à 1 600 €. Ouais, pas mal. Une autre sur les conditions de travail, avec entre autres la fin des temps partiels subis. Ok, bien, c'est bien, c'est des trucs bien ça. Une troisième sur la soutenabilité du travail, retraite anticipée pour les emplois les plus pénibles. Ok, pas mal. Une dernière sur les contrats et les logements, priorisation de l'attribution pour les travailleurs essentiels, encadrement de l'intérim. C'est-à-dire quoi, priorisation de l'attribution pour les travailleurs essentiels? Travailleurs essentiels? C'est les prolos qui font des métiers vraiment essentiels, genre les métiers du care et tout, etc. Ceux qui ont dû continuer à bosser pendant le Covid, tandis que les espèces de cadres qui ont des bullshit jobs, on les emmerde. Si c'est ça, ok, pourquoi pas. Et l'encadrement de l'intérim, ça c'est une bonne chose aussi. Les travailleurs essentiels, mais il a eu tout un discours là-dessus, Ruffin. Le discours était pas mal en vérité, après le Covid. Il citait la même phrase de Macron en boucle en disant « Macron disait, je le répète, je l'ai appris par cœur, tous ces travailleurs essentiels dont on ne peut pas se passer pendant le Covid, il y aura un après où on revalorisera leur travail parce qu'on voit bien que la France ne peut pas se passer d'eux. Où ils sont l'augmentation des droits de ces travailleurs essentiels contribués pendant le Covid ?» Il a eu un discours comme ça pendant assez longtemps, donc je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est ceux qui ont dû commencer, c'est ceux qu'on applaudissait à nos fenêtres le soir pendant le Covid. Voilà. Donc, encore une fois, tous les trucs sur le livret programmatique, sur ce qui est du travail, là-dessus, sur le travail, ok, hein. Ouais, là, il avait raison, mais là-dessus, de toute façon, le discours qu'il a sur le travail, quand le reste cantonné au travail, en vrai, Ruffin, il est pas mauvais. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la suite. Il reste à François Ruffin de trouver quel peuple, quelle gauche peut se rallier à son entreprise. L'affluence n'est pas un critère toujours parlant, mais son entourage, qui avait promis des milliers de personnes venues de toute la France, a dû être déçu en voyant que la place Louis Pradel n'était pas complètement remplie, rendant improbable le nombre de 2254 annoncé sur scène par François Ruffin. Au-delà du nombre, il y a le qui. François, un psychothérapeute à la retraite, est venu de Saint-Marcelin, dans l'Isère, pour applaudir le candidat. Parmi les 12 ruffinistes de son secteur, la plupart n'ont jamais milité, assure-t-il. On a tout, des éboueurs, des neurochirurgiens, des assistants de vie scolaire. Mais est-ce que vous avez des Noirs et des Arabes? C'est la question que j'ai envie de poser. C'est vraiment le projet d'un groupe, pas d'une personne. C'est ça qui me plaît chez lui. En se baladant au milieu de la foule lyonnaise, on constate cependant, aisément que la diversité des soutiens de François Ruffin n'est pas allée jusqu'au quartier populaire de Lyon et de sa banlieue, ni aux populations racisées en leur sein. Sur scène, le député du groupe écologiste raconte vivre avec un compte à rebours, celui du premier tour de l'élection présidentielle. Il lui reste un an pour faire de son intuition travailliste un chemin vers l'Élysée. Et si vous voulez mon avis, c'est pas gagné. Hein. C'est vraiment pas gagné pour lui, quoi. Voilà. C'est vraiment tout axé sur le taf et la classe sociale. Mais oui, c'est ça. Mais c'est un candidat classe first, quoi. Voilà. C'est un candidat classe first. Et à gauche, on peut pas se permettre d'être classe first en big 2026, quoi. Voilà. Et on peut pas critiquer la Chine, là. C'est quoi cette histoire-là? Quand avons-nous voté pour l'entrée de la Chine dans l'OMC? Bah, c'est bien. Il y a un souci avec la Chine, monsieur Ruffin? Non, ça dégage. Hein. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ok. Pourquoi classe first, c'est pas bien? Parce que c'est un coup à mettre sous le tapis d'autres dominations et oppressions, quoi. Voilà.
Les classes first, c'est aussi estimer que le militantisme et le combat politique doivent se faire par la classe sociale. Et moi, c'est des trucs que j'ai entendu dire à la fête de Hello il y a longtemps. Hein. C'était des gens qui sont en mode il faut que les Arabes qui, oui, ils sont victimes de racisme, mais il faut bien qu'ils comprennent que là-dedans, c'est avant tout des prolos. Et c'est pour ça qu'ils souffrent le plus que le racisme encore. Mais qui es-tu pour décréter qu'un prolo racisé souffre plus de sa condition de prolo que de sa condition de racisé? C'est pas à quelqu'un d'autre de le décider, quoi. Et donc dans l'idée class first, c'est en mode si tu veux militer, milite pour la lutte des classes avant tout. Mais en fait, t'as des gens en France, ça boîte des prolos. Et bah c'est des prolos, ils sont en mode bah moi je souffre plus du racisme que de ma condition de travailleur précaire. Et puis tu peux pas fédérer la classe sans lutter contre le racisme, le patriarcat, etc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est une impasse militante, en fait. C'est une impasse militante. Au contraire, on doit faire tout ça d'un coup. Après, on peut estimer que, on va dire, ce qui va être le plus structurant dans la vie d'un individu, c'est la classe sociale. On peut se le dire. Mais après, ça veut rien dire, parce que quelqu'un, on va dire, tu sais que ta classe sociale est plus structurante dans les oppressions que tu vis que le racisme. Si la personne ne le ressent pas comme ça, elle le ressent pas comme ça, c'est pas nous de décider pour eux. Vous voyez? Mais effectivement, on pourrait très bien se dire, bon, bah, si t'es noir en France et que t'es milliardaire, ça va, a priori. Ça va. Si t'es blanc et que t'es SDF, on peut estimer éventuellement que la classe est plus structurante que le reste. Mais bon, c'est pas comme ça, on va dire, dans tous les cas, que t'établis une stratégie politique et une ligne politique, quoi. Voilà. Dans tous les cas. Et donc, c'est le problème avec les classes first, quoi. Voilà. On reste anticapitaliste. Ouais, mais voilà. Après, c'est juste que l'un doit aller avec l'autre, quoi. L'un doit aller avec l'autre, quoi. Après, moi, de base, je suis communiste, etc. Puis, je suis blanc aussi, hein, tout simplement. Hein. Je suis un blanc communiste, etc., etc. Donc, moi, personnellement, pour ma sensibilité à moi, j'ai ce côté où la classe, historiquement, on va dire, dans ma vie de militant, c'est toujours les trucs auxquels j'ai le plus réfléchi. Voilà. Mais après, déjà, premièrement, il faut savoir se mettre à jour. Et deuxièmement, la fascisation, la montée de l'extrême droite, c'est la montée du racisme, c'est la montée de tout ça, quoi. Et je veux dire, comment tu luttes contre ça sans antiracisme? Bah, c'est pas en étant classe first que tu peux lutter contre ça. Voilà. En période de fascisation, et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, bah non, c'est le pire moment pour être classe first. Donc voilà, normalement, il faut mettre un peu son logiciel à jour, faut vivre avec son temps, faut sentir le pouls de la gauche qui évolue. Sans ça, normalement, on se retrouve un peu isolé, tout seul, avec une stratégie qui ne sera pas payante. Et je pense que c'est aussi le problème de Ruffin. Le vrai problème de Ruffin, c'est son ambition et son opportunisme qui le mène à avoir une ligne qui va le mener au mieux à être un espèce de Roussel light en un peu moins gaze. Et dans tous les cas, dans le cadre de 2027, je sens ça va être un peu pourri. Voilà. En tout cas, les insoumis du chat, les insoumis de YouTube, il n'y a que des insoumis sur la chaîne YouTube. Si vous avez été au bout, je suis sûr que vous aurez plein de choses à dire, donc n'hésitez pas à les dire en commentaire. Je suis sûr qu'il y a des anciens ruffidistes graves déçus par Ruffin. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Voilà, je pense qu'il y aura des choses à dire.